sous la peau d'un millier de mondes, où la lumière du soleil n'est qu'une lointaine légende et où le silence s'impose comme la pierre sur l'os, les squats ont établi leur empire. Leur royaume n'était pas celui des étoiles, mais celui des strates, des veines de minerais comme des lignes de vie, des cavernes façonnées non pas par l'érosion, mais par la conception. Des civilisations entières prospéraient sous la croûte d'anciennes planètes, où le vide au-dessus importait moins que la chaleur des forges à fusion et le ronronnement silencieux des machines ancestrales. On les appelait les Kin, bien que peu de gens de l'extérieur aient jamais entendu ce terme avec le poids qu'il avait réellement. Ils ne le criaient pas. Il était prononcé comme une promesse, chuchoté dans les puits de mine, marqué sur les plaques d'armure, codé dans les vox-champs partagés entre les dômes. Parmi eux, les liens familiaux n'étaient pas dilués par le temps ou la technologie. Chaque naissance était une continuation. Chaque mort était un retour à la pierre. Le noyau galactique scintillait loin au-dessus, turbulent, impossible et lointain. Mais dans les profondeurs, il y avait de l'ordre. Non pas imposé par décret, mais construit couche après couche, à force de patience. Les ligues, fortes de leur code et de leur métier, n'étaient pas des confédérations fracturées, mais des lignes de vie unifiées qui s'étendaient de monde en monde. Sous les planètes, où les tempêtes ne cessent jamais et où les radiations peignent le ciel, les squats creusent plus profondément. Ils se sont installés là où d'autres n'ont vu que la roche et la mort. Leurs machines, elles aussi, n'étaient pas d'inventions récentes. Il ne s'agissait pas de reliques produites en série par l'impérium ou de rêves enfiévrés d'esprits extraterrestres. Les squats fabriquaient leurs machines avec une révérence proche du rituel, chaque rouage, chaque moteur, né d'un savoir transmis sans discontinuité. Ils ne priaient pas leurs machines, ils les comprenaient, ils les entretenaient, les respectaient. Et les machines, à leur tour, ont perduré. Dans les villes profondes, les dômes sont recouverts de mousse hydroponique et de runes bioluminescentes. Des chenilles de transit se déplaçaient comme des coléoptères dans des tunnels gravés de glyphes ancestraux. Chaque voûte était façonnée non seulement pour la fonction, mais aussi pour la mémoire, gravée des noms de ceux qui avaient posé les premières pierres. Ils n'ont pas oublié. L'oubli est un échec, et l'échec est inacceptable. Ils n'avaient pas besoin de grandes cathédrales. La forge était leur sanctuaire, le réacteur, leur autel. Et au centre de chaque domaine trônait un Votan, un noyau d'ancêtres gestaltistes, plus vieux que la mémoire et plus étrange que le mythe. Le Votan ne gouvernait pas. Il conseillait, guidait, se souvenait. Un millier d'esprits fusionnaient en une pensée éternelle. Pour les squats, ce n'était pas sacré. Il était nécessaire. Sans mémoire, rien ne dure. Leurs armées, lorsqu'elles étaient convoquées, n'étaient pas vastes, mais seulement précises. Des guerriers exo-armés entraînés dès la naissance à protéger, et non à dominer. Ils se déplaçaient comme des extensions de leur monde d'origine, vêtus de plaques d'alliage suffisamment denses pour résister aux tirs orbitaux. Mais ces combinaisons n'étaient pas des décorations, c'étaient des outils. Les squats n'ont jamais été intéressés par les parades. Ils ne s'intéressaient qu'à la permanence. Et pourtant, malgré toute leur maîtrise, ils ne se vantaient pas. Leur victoire était gravée discrètement dans la pierre. Leurs expansions étaient régulières, pas explosives. Là où l'impérium brûlait les mondes comme du carburant, les squats s'attardaient, s'installaient, se remodelaient. Et sous tout cela, ils écoutaient. Ils mesuraient les tremblements de la croûte,
le bourdonnement des machines lointaines, les changements de goût des minéraux, l'univers parle en vibration. Les squats savaient écouter. Il y avait de la fierté, mais pas d'arrogance. L'héritage, mais pas la stagnation. Dans leurs dômes de tungstène et leurs voûtes en écho, on sentait que quelque chose était plus ancien que la plupart des étoiles. Une civilisation qui ne s'est pas construite à la hâte, mais couche par couche, anneau par anneau, comme le bois de cœur d'arbres anciens enfouis dans la pierre. Dans l'impérium, une telle endurance aurait pu être vénérée. Dans les ligues, c'était simplement la façon de faire. Personne ne dirigeait les squats comme les étrangers l'entendent. Les décisions étaient pesées par les membres du foyer, débattues sous les dômes, transmises par des guildes et des castes liées non par la richesse, mais par l'artisanat. Les Ironkin marchaient aux côtés de leurs créateurs, des constructions sensibles qui n'étaient pas liées par l'obéissance, mais par le respect. Machines et parents, chair et acier, tous façonnés par un but commun. Il y avait des ennemis, bien sûr, des pillards venus du vide, des flibustiers orques en quête de butin, des pirates et des serpents du vide. Les squats faisaient face à chaque menace avec la même détermination qu'à une instabilité tectonique ou à une panne de réacteur. Ils s'adaptaient, ils réparaient et ils ont enduré. Et pendant tout ce temps, ils ont été largement oubliés. Pour beaucoup d'habitants de l'Impérium, il s'agissait d'une rumeur, des abhumains nains dont on parlait dans de vieux documents, des colonies perdues, des ancêtres disparus. Mais ils n'étaient pas perdus. Ils attendaient. Ils tenaient bon dans une galaxie qui tournait trop vite, brûlait trop fort et oubliait trop facilement. Ils se souvenaient, et cette mémoire les a rendus forts. Ils ont toujours su que la surface était instable, les étoiles imprévisibles. Il n'est pas étonnant qu'ils se soient tournés vers l'intérieur, vers le bas, pas par peur, mais par lucidité. On ne peut pas se fier à ce qui change. Mais la pierre se souvient. Pendant des millénaires, ils ont prospéré, silencieux dans les profondeurs. La lumière de leur forge ne s'est pas éteinte. Leurs archives pleines, leurs votanes rêvent. Et quelque part, loin au-dessus, un scintillement passa inaperçu dans le vide. Quelque chose d'ancien s'est réveillé. Mais sous la terre, pour l'instant, les squats sont restés inébranlables. Attendre, écouter, Kin. Il n'a pas commencé par le bruit, mais par le silence. Une interruption silencieuse entre les signaux, une pause là où il y avait eu une cadence régulière. Dans les profondes salles de transmission des ligues squat, où les données défilent comme des runes sur des plaques adamantines, les premiers écarts étaient considérés comme des anomalies, assez courantes, mais pas vraiment urgentes. La galaxie était vaste, le vide capricieux. Les parasites n'étaient pas rares. Éruptions solaires, tempêtes de poussière, dérives anthropiques. Mais le silence s'est prolongé. Un petit avant-poste situé au bord d'un corridor minier, désigné sous le nom de Kev 18, a manqué son relais programmé. Ce n'est pas inhabituel. Mais il y a eu le suivant. Et encore un autre. Une vague d'absence s'est propagée vers l'extérieur depuis le bord de la galaxie, comme de l'encre sur de la pierre. Un message, tronqué au milieu de la transmission, fut le dernier que l'on entendit de Kev 18. Ces derniers mots, mouvement, non cartographié, le ciel s'assombrit. C'est tout. Les squats n'étaient pas prompts à s'alarmer. La patience a été gravée dans leur culture. Ils savaient que le retard n'était pas toujours synonyme de danger,
Mais les schémas étaient erronés. Les routes commerciales s'assombrissaient non seulement par à-coups, mais en séquence, comme si quelque chose d'invisible balayait les anciens chemins entre les étoiles, dévorant la lumière, dévorant la présence. Les guildes ont envoyé des rampes d'observation. Des drones de reconnaissance furent lancés, s'élançant silencieusement dans le vide. Mais rien ne revenait, pas même des débris, juste des échos. Dans les cités souterraines, les Votannes ronronnaient plus lentement que d'habitude. Leurs énormes cogitateurs, vastes comme des cathédrales et plus anciens que certaines étoiles, traitaient les données sans commentaire. Mais les membres de la famille qui s'y connectaient en sortaient tranquilles, pas troublés, pas effrayés, simplement silencieux, comme s'ils écoutaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore entendre. Les Ironkin ont noté des fluctuations de puissance dans les pylônes de relais éloignés. Sur les planètes à la dérive de la croûte, les rampants magmatiques ont enregistré des schémas sismiques qu'aucune logique tectonique ne pouvait expliquer. Des éruptions d'énergie sans chaleur, des tremblements sans ligne de faille. Quelque chose bougeait, non pas dans la pierre, mais dans l'espace au-delà. Et toujours pas de réponse. Les squats n'ont pas paniqué. Ils se sont adaptés. Le transit entre les systèmes a été réduit au minimum. Les voûtes ont été scellées plus hermétiquement. Les protocoles de défense ont été renforcés. Les exercices générationnels, autrefois cérémoniels, sont devenus la norme. Les enfants qui n'avaient jamais connu que la paix s'entraînaient désormais dans des salles de simulation à la lueur rouge des lampes de forge. Pourtant, il n'y avait pas d'ennemis. Seuls les disparus. Les colonies minières ayant connu des siècles d'activité n'affichent plus aucune signature thermique. Les stations cartographiées jusqu'au dernier rivet n'apparaissaient plus dans les scanners augures. Dans les salles de stratégie faiblement éclairées, les seigneurs parents parlaient à voix basse d'étranges schémas. Des mouvements trop fluides pour être des flottes, trop organiques pour être des tempêtes. Non pas des lignes de conquête, mais des arcs, des voies d'alimentation. Certains ont théorisé des anomalies de distorsion, d'autres, des incursions xéno. Quelques-uns ont invoqué les anciens dévoreurs de mots, mais même à ce moment-là, ils semblaient trop éloignés, trop grands. Personne n'a rien vu. Personne n'a survécu assez longtemps pour le décrire. Dans les couches les plus profondes des mondes centraux, les anciens parlaient à la pierre, à l'écoute des fractures, des changements, des secrets. Mais même le socle rocheux n'offrait aucun conseil. Seulement une pression. La croissance. Les squats croyaient encore à la permanence. Ils y ont toujours cru. Ils avaient survécu aux effondrements solaires, aux sièges orques et aux alliances changeantes d'une galaxie trop vaste pour être domptée. Ils avaient perduré parce qu'ils avaient planifié. Ils se sont souvenus. Ils se sont renforcés. Mais quelque chose se préparait. Quelque chose qui ne veut pas discuter. Quelque chose qui ne voulait pas parler. Quelque chose qui ne reconnaissait ni l'architecture, ni la culture, ni la lignée. Elle ne s'est pas emportée. Elle n'a pas menacé. Elle ne s'est pas arrêtée. Ainsi, alors que les mondes des forges profondes poursuivaient leurs travaux et que les seigneurs rois révisaient des cartes déjà dépassées, un murmure s'est répandu. Quelque chose ne va pas. Les avant-postes ont été les premiers à savoir, puis les dômes extérieurs, puis les secteurs intérieurs où les murs n'avaient pas vu d'armes depuis des générations. Et toujours pas d'alarme, juste une préparation. Dans les voûtes où aucune lumière ne parvient, les escouades se rassemblent en silence. Dans les cendres des réacteurs, les prières, bien que les squats ne les appellent jamais ainsi, étaient murmurées non pas aux dieux, mais à la mémoire des ancêtres,
aux noms gravés sur les murs. Et quelque part, juste au-delà de la limite de la vue, une ombre se déplaçait à travers les étoiles, invisible, mais pas insensible. Les squats ne connaissaient pas son nom. Pas encore, mais ils le feraient. Le signal n'est pas arrivé par transmission, mais par absence. L'un des principaux bastions, Garantar, citadelle de la pierre et de l'exploitation minière, a disparu des cartes stellaires. Pas effacé, pas perdu dans la distorsion des capteurs, simplement disparu. Les navires de patrouille sont déroutés. Les observateurs recalibrent les augures. Mais ce qui revenait n'était pas le silence. C'était de l'électricité statique, humide, pulsante, rythmée, comme la respiration. Ou un battement de cœur. C'est faux, organique. Comme si quelque chose de vivant avait avalé une ville entière et renvoyé son nom comme un souvenir à moitié digéré. Il n'était pas pris au dépourvu. Les squats n'ont jamais été pris au dépourvu. Garantar est resté debout pendant des millénaires, creusé dans une falaise façonnée par des foreuses à fusion et renforcée par de la pierre de voûte alliée. Ces salles pouvaient survivre aux mouvements tectoniques, aux coulées de fonte et aux tremblements de terre dans le vide. Autour d'elles, les Kin avaient sculpté des bastions, sanctuaires, silos à armes, puits de gravité, conçus non seulement pour résister, mais aussi pour durer. Ils n'étaient jamais tombés. Aucun wag orc n'avait fissuré ses voûtes. Aucune fusée de distorsion n'avait ouvert de brèches dans ces noyaux géothermiques. Lorsque les tyrannides sont arrivés, ils ne se sont pas annoncés. Il n'y avait pas de parade, pas de flotte visible, seulement une efflorescence dans le vide. Les ombres se sont formées comme de l'encre dans du verre liquide, s'étirant finement, puis convergeant vers le système de Garantar, comme un filet de chasse. Les premiers contacts furent des stations de défense extérieures, des tours automatisées, armées de canons à rail et de réseaux d'énergie dirigés. Elles clignotaient pour se préparer, visaient et tiraient. Mais les cibles n'étaient pas des vaisseaux au sens où l'entendaient les squats. C'étaient des formes, des masses, une météorologie vivante, des constructions en forme de ruches, faites de chitine et de tendons durcis par le vide, des essaims en forme de planètes. Et ils ont absorbé le feu. Pas un bouclier, une dévastation. Les rayons ont traversé la chair de la ruche et ont disparu, ne laissant derrière eux ni impact, ni fumée. Seulement plus de masse, plus de mouvement. Les squats ont répondu comme Kin l'a toujours fait, avec calcul, avec bravoure, avec une détermination qui ne connaissait pas la panique. L'artillerie est repositionnée. Des bataillons de garde-chiourme sont sortis des bunkers souterrains. Les nœuds de commandement Ironkin synchronisèrent les schémas de tir. Les dômes inférieurs furent scellés. Les réseaux électriques ont été détournés vers les générateurs de boucliers. Tout fonctionnait selon des protocoles affinés par des siècles de tradition martiale. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. La première brèche s'est produite au niveau d'un port d'échappement géothermique, une sortie protégée par des champs d'impulsion magnétique et la force pure de la roche en fusion. Les tyrannides ne l'ont pas bombardé. Ils s'y sont glissés, comme un virus naviguant dans le système sanguin. Les organismes adaptés pour creuser des tunnels, des foreuses osseuses munies de griffes en résine, passaient outre les contre-mesures non pas par la force, mais par la compréhension. Comme s'ils connaissaient la forme des défenses des squats, comme s'ils se souvenaient. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une bataille, mais une digestion. Les niveaux extérieurs de Garantar se sont effondrés dans le silence.
Les images de sécurité montraient des salles autrefois éclairées par la lumière des forges, aujourd'hui plongées dans l'obscurité, ponctuées uniquement par des flashs, non pas d'armes, mais de bioplasma. Il ne restait plus un seul son des membres de la famille qui s'y étaient battus. Seul l'écho vacillant de l'éclairage de secours. Pourtant, les squats ne se sont pas cassés. Ils tenaient les dômes intérieurs. Ils ont scellé chambre par chambre. Ils se sont battus dans des couloirs suffisamment étroits pour canaliser les bêtes, déployant avec précision des charges Melta et de lourdes haches gravitationnelles. Mais l'ennemi ne recule pas. Il ne se fatigue pas. Et chaque fois qu'une couvée était abattue, une autre avançait, certaines rampant sur les murs, d'autres flottant juste au-dessus du sol, propulsées par d'étranges sacs remplis de gaz que l'on ne trouve sur aucun des mondes connus des Votann. Ce ne sont pas les griffes qui ont le plus inquiété les défenseurs, ni les dents. C'était le silence. Les tyrannides n'ont pas rugi. Ils ont sifflé. Ils ont respiré. Ils avançaient avec détermination, mais sans gloire, sans malice. Pas de rage, seulement la faim. Les Kin chantaient en tombant. Un bourdonnement à basse fréquence passait d'une escouade à l'autre. Un écho de la parenté, de la mémoire. Pas pour le ralliement, pour le souvenir. Et la ruche continue à se presser. Les réacteurs centraux ont été conçus pour exploser. Les voies d'évacuation sont scellées. Si la ville ne pouvait être sauvée, elle serait enterrée, avalée non pas par l'ennemi, mais par le magma et la pierre. La dernière image enregistrée de Garantar provenait d'un drone encastré dans le plafond de la voûte. Elle montrait la chambre centrale éclairée par un rouge vacillant, Iron Kin en position finale, et une vague d'ombre se rapprochant, impossible à mesurer, à classer, ni air, ni liquide, ni bête, ni tempête. Une simple motion. Ensuite, rien. Les squats n'ont reçu aucun survivant. Juste un fragment de signal, mis en boucle à partir d'un relais du noyau profond. Nous n'étions pas assez nombreux, mais nous nous souvenons. C'était la première fois. Au cœur de la galaxie, les voies de communication s'affaiblissent. Les veines du rail magnétique, autrefois artères brillantes, se faufilant à travers la roche et la glace, ont ralenti. Puis, se sont arrêtées. Pas à cause d'un sabotage, pas à cause d'une panne d'électricité, mais à cause d'une adaptation. Les tyrannides apprenaient, non pas comme une machine qui calcule des angles ou mesure la chaleur, mais comme la faim qui fait pousser des dents là où il n'y en avait pas. Là où les squats creusaient profondément, la ruche creusait plus profondément. Là où ils construisaient des forteresses dans des plis tectoniques, la ruche les ouvrait comme des os à moelle. Ce qui avait été certain, l'incassable, clignotait maintenant sur les écrans de toute la famille, dans des tons rouges sombres et sur des écrans vierges. Toutes les cartes sont devenues obsolètes en quelques jours. Des réseaux planétaires entiers, autrefois cartographiés au centimètre près, relevés à l'aide de géologues autoprécis, creusés par des générations de maîtres riggers, ont été engloutis sous la biomasse. Les routes les plus importantes, celles qui reliaient les avant-postes, les colonies minières, les forges et les voûtes de mémoire, ont commencé à s'effondrer. Tout a commencé par une ville connue uniquement par sa désignation, Volt-Karok. Centre de transport enfoui sous la croûte des montagnes et des glaciers, il avait autrefois été la ligne de vie de 7 prises satellites. Lorsque ces routes magiques sont tombées en panne, les squats ont assumé la perturbation du pouvoir. Ils ont envoyé des convois de réparation, petits, blindés, prévisibles.
Un seul est revenu. La coque externe du véhicule a fondu, non pas sous l'effet de la chaleur, mais sous l'effet de l'acide, et ceux de l'intérieur. L'équipage a disparu. À leur place, une sécrétion durcie de résine et d'os. Le noyau de mémoire du transport ne contenait aucun journal de bord, aucun appel de détresse, seulement une piste audio gravée dans ces systèmes. Répétée, un grattage lent, métal sur chitine, métal cédant. Après Volt-Carrock, d'autres ont suivi. Comme la moelle drainée de l'os, les villes se sont vidées de leurs infrastructures. Les lignes de plasma, tracées à travers les profondeurs du continent, commencèrent à se rompre. La pression a chuté dans les réservoirs de fusion. Les drones de maintenance sont descendus dans les réseaux de canalisation et n'en sont plus revenus. Puis, sans violence, les lumières se sont tout simplement éteintes. Pas partout, juste un niveau à la fois. Et pourtant, les squats ont conservé leurs protocoles. Leurs systèmes étaient redondants, leurs traditions superposées. Ils s'étaient entraînés à faire face aux effondrements, aux fuites de distorsion, aux pics de réacteurs. Chaque chef de famille connaissait une douzaine de façons de colmater une brèche et de réacheminer l'énergie. Mais ce n'était pas une brèche. Il s'agissait d'un empiètement. Il n'y a pas eu de casse. Il a consommé leur objectif. Dans les villes qui ont suivi, les défenseurs sont restés debout, ont continué à chanter. Les ingénieurs ont réacheminé l'énergie avec courage et instinct. Les Ironkin calculaient les couloirs de repli en temps réel. Les sentinelles de Hall activaient les zones d'abattage créées au fil des générations. Les membres de la famille firent ce qu'ils avaient toujours fait, c'est-à-dire endurer. Mais la ruche s'est développée plus rapidement, plus vite que les codes de repli ne peuvent se propager, plus vite que les couloirs ne peuvent être minés. L'ennemi changea de forme en plein assaut. Les tunnels autrefois trop étroits pour les bêtes en essaim étaient bientôt remplis de choses plus petites, sans yeux, avec des bras comme des faux, des langues d'os, toujours en train de ronger vers l'avant. Le kin a commencé à s'assombrir, non pas dans une grande tragédie, mais dans une série de silences soudains. Les stations dont les signaux étaient autrefois émis toutes les minutes clignotent désormais entre les mots. Hearthtor au rapport, plasma stable, nous, et puis plus rien. Les messages sont arrivés en retard, puis corrompus, puis erronés. Un message provenant de la soute de Kharmazat disait simplement « Tout va bien, aucune menace, venez voir ». Il s'est répété jusqu'à ce qu'il ne se répète plus. Des dômes entiers ont commencé à se sceller, non par ordre, mais par peur. Et à l'intérieur, des familles attendent dans l'obscurité. Coupées du monde, prises au piège dans des cercueils de pierre, alors que les volets d'urgence se fermaient, espérant que les prédateurs ne trouveraient pas le moyen d'entrer. Ou pire, en espérant qu'ils le fassent. Un parent témoin a survécu assez longtemps pour envoyer ses souvenirs par l'intermédiaire d'un drone. Il parle sans crainte, mais ses yeux étaient creux, sa voix était lente. Nous avons tout fait comme on nous l'a enseigné. Nous avons tenu les lignes. Nous avons scellé les portes. Nous avons chanté les noms. Mais la montagne est creuse maintenant. Je pense que les étoiles nous oublieront. J'espère que les Votann ne nous oublieront pas. Le drone a été retrouvé. Ses proches ne l'ont jamais été. Ailleurs, les bastions se sont déclenchés de manière préventive. Pas de rage. Par pitié, pour qu'aucune partie de leur banque de données, de leur chambre de parents, de leurs pierres d'ancêtres ne nourrisse la chose qui rongeait les murs de fer de toutes parts.
Et dans ces derniers lieux, aucune statue n'est restée, pas de bannière. Juste de la pierre et le silence. Loin sous un soleil mourant, les hautes guildes se sont réunies. Non pas dans la lumière, mais dans l'ombre, sous une roche plus ancienne que la mémoire, sculptée par des mains qui n'ont jamais tremblé. Les voix qui résonnaient autrefois dans un millier de salles de marché étaient désormais étouffées, regroupées derrière des cloisons scellées. Les Kin ne s'étaient pas encore rendus, mais ils avaient commencé à parler de fin. L'accord redouté n'est pas né de l'ambition, mais de la nécessité. Des messages, froids, granuleux, lents, ont été envoyés à travers des canaux au vide profond, vers des lieux qui respiraient encore. Des noms longtemps dormants ont été évoqués, de Guildfather à Guildmother, de serment en serment ancestral. Venez, ne venez pas pour la gloire, ne venez pas pour le commerce, venez parce que Kin reste. Et lentement, à travers des couloirs d'étoiles fracturées, les réponses sont arrivées. Certaines brouillées, certaines définitives, mais d'autres étaient encore en vie. Ils rassemblèrent ce qu'ils pouvaient, des ingénieurs des raffineries de montagne, des vétérans des voûtes barricadées, des Iron Kin, dont la mémoire fonctionnait bien même si leur blindage était rouillé. Les navires furent récupérés dans les épaves et réarmés avec des espoirs. Des cartes furent tracées à la hâte et dans la douleur. Mais cela n'a pas suffi. Les squats, fiers de leur autonomie, se sont toujours tenus à l'écart. Des alliés, oui, mais rarement des pétitionnaires. Leur relation avec l'Imperium était transactionnelle, tendue, maintenue, plus par la coutume que par la camaraderie. Mais aujourd'hui, alors que la ruche dévore par le bas et que le vide devient froid autour d'eux, les hautes guildes tendent la main vers le haut. Ils ont appelé. Le plaidoyer a atteint la commande Segmentum après 3 cycles complets de retard. L'Imperium a écouté. En partie. Aucune croisade n'a été déclarée. Aucune bannière n'a été levée. Mais une force d'intervention a été envoyée, petite, insuffisante, transportée sur d'anciens navires dont les moteurs toussaient plus qu'ils ne rugissaient. Ils ne sont pas venus avec le pouvoir du châtiment, mais avec l'inertie de la bureaucratie. Un seul régiment d'Astra Militarum, 2 transports surchargés d'armes auxiliaires. Un envoyé du Mechanicus dont les intérêts semblent plus académiques qu'altruistes. L'aide est arrivée au bord d'un système déchu. Ils n'ont jamais atteint l'orbite. La ruche était déjà là. Le dernier vox du vaisseau impérial de tête n'était pas un cri, mais un sifflement silencieux, enregistré et envoyé sur un fragment d'écho astropathique. Pas assez. Pas assez. Pas assez. C'est ainsi que les hautes guildes ont scellé l'accord. Non pas dans le triomphe, mais dans une sinistre affirmation. Ce qui restait des bastions des squats, ceux qui n'avaient pas encore été consumés ou réduits au silence, cessa tout mouvement vers l'extérieur. Ils ont détruit leurs cartes de navigation. Ils ont brûlé les codes de leurs balises. Le commerce n'avait plus de raison d'être. Toutes les connexions ont été coupées, sauf une. Les uns envers les autres. Les exploitations se sont isolées à dessein, se repliant dans les couches les plus profondes de leurs voûtes. Les portes ont été fermées non pas avec cérémonie, mais avec tristesse. Non pas par peur d'échouer, mais parce qu'ils savaient déjà qu'ils échoueraient. Les voûtes ancestrales n'étaient pas des lieux de culte. Pas vraiment. Ils étaient la mémoire, rendue dans l'alliage et le cristal,
des générations encodées dans des moteurs de pensée, des héritages familiaux préservés dans des champs vox et des hologlyphes. Ils n'ont pas été scellés par un rituel, ils ont été scellés dans le deuil. La cérémonie s'est déroulée dans le calme. Chaque chef de foyer se tenait devant la grande pierre, lisse et sans ornement, et posait sa main dessus. Ils prononcèrent un nom, pas le leur, un nom transmis, maintenant transmis. Puis, la porte de la chambre forte s'est refermée en sifflant, pas verrouillée, pas défendue, juste fermée. Certains, au sein de l'impérium, chuchoteraient plus tard que les squats avaient péri ici, que les forteresses n'existaient plus, qu'ils s'étaient enterrés vivants. Mais ceux qui comprenaient, ceux qui se souvenaient, savaient mieux. Il ne s'agissait pas d'un enterrement. C'était la mémoire placée dans l'obscurité, en attente de lumière. Il y a toujours eu une voix, pas une, mais plusieurs couches, anciennes et connues. Les proches les appelaient les ancêtres, et ils ne parlaient ni en souffle, ni en syllabes. Leur langage était la mémoire. Des schémas logiques et des résonances neuronales véhiculées par les noyaux des votanes, de vastes intelligences machines qui se souvenaient pour eux. Les squats n'ont pas écrit l'histoire à l'encre. Ils l'ont confiée à des circuits plus anciens que les étoiles. Mais maintenant, cette voix avait disparu. Pas en sourdine. Ne pas dormir. Disparu. Le premier indice n'est pas venu dans le silence, mais dans la confusion. Un bastion de la guilde demanda à son votan des schémas d'étalonnage, processus standard, maintenance de routine des tracteurs de gravitation sous la croûte d'une lune minière. La réponse n'a pas été précise, mais statique. Puis une autre requête, des données sur les voies de migration ancestrales, utilisées pour déterminer la stabilité des minéraux sous pression. Cette fois, rien n'est revenu. Et puis, la tonalité profonde a disparu. Ce bourdonnement, ce grondement subsonique qui vivait dans chaque soute, à peine perceptible, mais toujours présent. Une présence sous la pierre et le souffle. Le kin n'en parlait pas souvent. C'était aussi naturel que la gravité, comme l'air. Et maintenant, il n'est plus là. Sur un monde, ils ont ouvert le boîtier du nœud de Votan, cherchant désespérément à comprendre. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'était pas mort, pas encore, mais altéré. Les flux de données sont devenus circulaires. Les chemins de la mémoire, autrefois d'élégantes spirales de pensées ancestrales, tournaient maintenant en boucles sans fin, comme des esprits à la poursuite de leur propre écho. Des visages formés de fragments de pensées perdues apparaissaient dans la glace logique, puis se dissolvaient. Certains ont pleuré, d'autres ont regardé fixement, certains ont scellé la chambre et l'ont brûlée. Ils ne le savaient pas encore, mais les tyrannides avaient touché les ancêtres, pas avec des griffes ou du venin, mais à travers la toile synaptique. Cette étrange pression collective que l'esprit de ruche exerce sur toutes les choses. La pensée sans identité. La faim fait la volonté. Il n'a pas cherché à consommer la biomasse des votanes. Il était tout simplement. Et en étant, il a infecté. Un à un, les noyaux ancestraux se turent. Pas tous en même temps. Certains s'éteignirent lentement, comme des lanternes vacillant sous un vent grandissant. D'autres s'éteignirent au milieu d'une phrase, d'une pensée ou d'une bénédiction. Et dans ce silence, Kin, à travers les étoiles, a senti quelque chose se fracturer. Sans les ancêtres, il n'y a pas de dernier mot.
Pas de conseils, pas d'histoire, pas de chansons. Il y avait des dossiers, oui, des journaux tactiques, des schémas, des rapports cryptés enfouis dans des matrices secondaires. Mais ce n'était que des os. L'âme avait disparu. Les plus jeunes ont commencé à parler d'échos vides. Ils entendaient des souvenirs non pas dans leur intégralité, mais sous forme de fragments, des images erronées qui ne se rejoignaient pas. Une mère qui ne se souvenait plus du nom de son propre caveau de naissance. Un briseur de guilde qui ne se souvenait plus pourquoi il s'était battu. Même les Ironkin, dont l'esprit était calqué sur celui des ancêtres, commencèrent à se dégrader. Non pas dans leur fonction, mais dans leur essence. Leur discours devenait distant. Leur routine logique se transformait en boucles obsessionnelles. L'un d'entre eux cessa tout simplement de parler et s'assit parmi les forges de reliques, immobile et froid, comme s'il essayait d'entendre quelque chose qui n'existait plus. Et à travers tous les bastions survivants, un mot a été murmuré, doux et tremblant. L'oubli. C'était une horreur plus grande que la mort, plus grande que l'invasion d'une ruche ou l'effondrement d'une planète. Pour les membres de la famille, oublier, c'était se défaire. C'était rompre la chaîne qui reliait chacun d'entre eux à la première forgée. Des voûtes entières ont éteint leur lumière en signe de deuil, pas pour les morts, mais pour les disparus. Pourtant, tous n'ont pas réagi avec désespoir. Dans une chambre scellée, sous la croûte en ruine de Holdbracka, un seul noyau subsiste. Sa voix était cassée. Son discours est hésitant, mais il a parlé. Et pour ceux qui restaient, elle n'offrait pas de réponse. Il pose une question. Sommes-nous seuls? C'est ainsi qu'ont commencé les efforts discrets, non pas de récupération, mais d'enregistrement. Kin a prélevé ce qu'il pouvait dans les mémoires encore fonctionnelles. Ils ont prononcé des noms dans des enregistreurs. Ils ont chanté des chansons de chez eux dans des coffrets de données scellés. Non pas pour préserver les connaissances en vue de la guerre, mais de laisser quelque chose derrière soi, au cas où rien d'autre n'aurait été fait. Tandis que la ruche s'amplifie, les enfants restent assis dans l'obscurité, à l'écoute des échos. Et quand aucun n'est venu, ils ont eux-mêmes chuchoté les noms. Il n'y a plus de citadelle, il n'y a plus que des maisons de braise. Autrefois, les squats avaient forgé leurs bastions dans les eaux des montagnes, des villes taillées à force de pression et de précision sous des étoiles brûlantes. Aujourd'hui, ces mêmes étoiles pendent de travers dans un ciel brûlé et fendu. Les lunes se fracturent sous la violence des marées. Les radiations filtrent à travers la croûte fissurée comme une inondation lente et invisible. Et pourtant, ils perdurent, pas en termes de force, pas en stratégie, mais dans la mémoire et dans la lumière du feu. Chaque Amberhold est un fragment, un souffle brisé de ce qui fut. Trop petit pour être des cibles prioritaires, trop têtus pour mourir tranquillement. Leur existence n'est pas le fruit d'une volonté, mais d'un refus. Sculptés sous les glaciers, coincés dans les voûtes d'astéroïdes, insérés entre les failles tectoniques, là où les spores tyrannides n'ont pas encore atteint leur but. Dans l'un de ces endroits, un seul générateur ronronne derrière des couches de blindage rouillées. Sa lumière projette des ombres cuivrées sur la pierre taillée à la main, non pas pour l'esthétique, mais pour la chaleur. Les ingénieurs qui l'ont construit n'ont jamais été formés au combat. Mais aujourd'hui, ils portent de l'armure des morts et tiennent les fusils de leurs ancêtres. Ils ne sont plus des bâtisseurs. Ils sont les défenseurs d'une page en voie de disparition. Un enfant écrit dans le coin. Son stylet gratte des ardoises de vieil alliage, traçant des noms qui ne doivent pas être oubliés. Ce ne sont plus des numéros,
Ce ne sont plus des registres de ravitaillement ou de rations. Elle écrit les noms de ceux qui sont tombés à la porte, de ceux dont les os ont été scellés dans le conduit de fusion. Du dernier Iron Kin, dont la voix s'est brisée comme du verre, mais qui a continué à chanter le chant de Gilbert jusqu'à ce que ses systèmes tombent en panne. Elle écrit parce que quelqu'un doit le faire. Dans une autre cité de la braise, plus proche du noyau galactique, le ciel palpite d'une lumière magenta. L'atmosphère au-dessus de lui s'est amincie au point de tomber en ruine, et pourtant, un signal continue de s'élever. Une seule impulsion, à chaque cycle, portée vers le haut par une tour de relais à moitié enterrée, réchauffée uniquement par la chaleur des corps qui dorment près d'elle. Le pouls n'est pas porteur d'espoir. Il porte un nom, le nom de la cale. Prononcé non pas pour que les étoiles l'entendent, mais pour que le vide lui-même en témoigne. Car tous les Umberhold le savent, aucun secours ne viendra. Certains envoyaient des messages à Terra, d'autres vers d'anciens partenaires commerciaux, vers des fragments éloignés de l'impérium où de vieilles dettes pourraient réveiller une loyauté oubliée. Mais ce qui revenait, c'était le silence. Ou pire, la pitié. Un seul navire de guerre est passé au-dessus de nos têtes. Un vaisseau impérial. Il n'a pas atterri. Il n'a pas tiré. Il a simplement dérivé, puis s'est éloigné. Il est trop tard. Trop loin. Trop occupé. Ainsi, les membres de la famille qui vivent dans les maisons de la braise n'appellent plus à l'aide. Ils rassemblent ce qui fonctionne encore. Ils affûtent les lasers miniers pour en faire des lances. Ils apprennent à leurs enfants à prononcer les noms de ceux qui sont tombés au combat comme des hymnes. Ils transforment les mines profondes en fours funéraires, non pas pour les éliminer, mais pour les vénérer. Le feu nettoie ce que les spores ne peuvent atteindre. Et les spores reviennent toujours. Ils tombent des plafonds comme une fine poussière. Elles se déplacent dans le souffle du vent qui ne devrait pas exister sous la pierre. Ils se glissent dans les conduites de refroidissement et se nichent dans les voûtes de la mémoire. Mais les Umberholds résistent, même si chacun devient un tombeau. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a que de l'action. Lorsqu'une brèche est détectée, les Kin effondrent les couloirs derrière eux. Lorsqu'un écho se fait entendre dans une bouche d'aération, ils inondent le puits de plasma et de sel. Lorsque les spores s'épanouissent dans les yeux des mourants, ceux qui restent allument la flamme avec des mains et des prières silencieuses. Et toujours, les noms sont enregistrés, pas par les machines. Les machines tombent maintenant, mais en ardoise, en voix, dans le sang, pressé contre les murs. Ils savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas de la survie, c'est le souvenir. Ils ne dureront pas. Chaque maison de braise est limitée, air limité, ration limitée, volonté limitée. Mais ils ne cherchent pas la victoire. Ils cherchent à laisser une trace, un murmure, une trace. Ainsi, s'il reste quelque chose, si un voyageur, un éclaireur, un parent éloigné trouve un jour cet endroit, il y aura une histoire. Pas de triomphe, mais de refus, un défi dans l'obscurité, d'un peuple qui s'est gravé dans la pierre, non comme chef, mais comme témoin. Les dernières braises vacillent sous un ciel moribond. Et dans chaque, un nom est prononcé. Encore une fois, les étoiles ont cessé de répondre. Là où le vide bourdonnait de trafic codé, de balises relais et de signaux de guildes tendus à travers le noyau comme des veines de lumière, il y avait maintenant le calme. Une immobilité qui ne ressemblait pas à un silence, mais à une absence.
comme si le cosmos s'était détourné. Et pourtant, sous ce qui restait, les squats ont perduré. Pas comme avant, ni comme mineurs, ni comme marchands, ni comme ingénieurs de la prospérité, mais comme conteurs, des gardiens de la braise, de l'histoire. Les machines tombant en panne et les anciennes voûtes de données brûlées, corrompues ou dévorées, ils se sont tournés vers l'intérieur, non pas dans le désespoir, mais dans le rythme, vers la voie. C'est là, au plus profond des derniers tunnels, qu'une nouvelle méthode de commémoration a vu le jour. Tout a commencé par des échos. Une kin matriarche, dont la forge était tombée sous le poids de la biomasse et de la cendre, se mit à fredonner en travaillant. Son bourdonnement n'était pas aléatoire. Il contenait des syllabes façonnées à partir d'anciens noms, des syllabes adoucies par le chagrin et rallongées par le temps. D'autres reprirent le son. Ce n'était pas un discours, pas un rapport, juste une tonalité. C'est devenu un chant. On n'enseigne pas, on apprend par le souffle. Et lorsque d'autres l'ont entendu, lorsque d'autres foyers de braise, vacillant dans leur dernier berceau de pierre, ont capté ce qui passait pour une transmission dans l'après-coup, ils n'ont pas demandé d'enregistrement. Ils ont écouté le son, la cadence, la mémoire derrière le ton. Il ne s'agissait pas de connaissances telles que les squats les avaient appréciées. Il ne s'agissait pas de schémas, ni de registres de guildes, ni d'histoires cryptées et archivées. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose de primitif. On a commencé à l'appeler Echo Song. Chaque prise a composé la sienne. Chacun l'a façonnée à partir de la douleur, de la résistance, des derniers instants de l'être aimé qu'ils n'ont pas pu enterrer. Les chants racontent des batailles menées avec des foreuses hydrauliques et des excavateurs réaffectés. Les tunnels se sont effondrés non pas sous l'effet de la panique, mais dans un but précis. Des familles qui ont choisi de tomber ensemble plutôt que de se disperser dans les griffes de l'obscurité. Et lentement, les chansons se sont répandues. Pas à travers l'espace, il n'y avait plus de balises pour cela, mais par des voix orales, par la voix, les souvenirs transmis entre les quelques personnes qui ont erré, entre les parents qui ont échappé à leur prise, mais qui n'ont jamais pu échapper à la perte. Ces nomades ne transportaient pas de marchandises. Ils étaient porteurs d'histoire. Lorsqu'ils trouvaient d'autres personnes, s'ils trouvaient d'autres personnes, ils partageaient non pas ce qu'ils avaient, mais ce dont ils se souvenaient. Un survivant commençait le bourdonnement. Un autre le rejoignait, puis un autre. Et bientôt, une douzaine de voix brisées se superposaient en harmonie. Des fragments de villes disparus, des noms d'ingénieurs courageux, les coordonnées de tombes depuis longtemps disparues. Certaines chansons sont devenues trop volumineuses pour être transportées seules. Ils les ont donc sculptées. Non pas avec des outils, ils étaient trop peu nombreux, mais avec des clous, de la pierre fondue, de la suie et du fil de fer. Mais avec des clous, de la pierre fondue, de la suie et du fil de fer. Les débris de machines en ruine sont devenus des tablettes, pas précises, pas conçues, juste des runes griffonnées de mythes, de choses vues, de choses entendues, des dernières lumières éteintes. Ces ardoises de rebut ont été laissées dans les eaux des salles de transit abandonnées, insérées dans les joints des rails magiques brisés, accrochées à des arcs hydrauliques brisés avec des chaînes en cuivre, de sorte qu'elles s'entrechoquaient faiblement lorsque l'air se déplaçait, s'il le faisait jamais. On les appelait des pendentifs de deuil. Chacun d'entre eux était différent.
Certaines ne portaient qu'un nom. D'autres étaient gravées de longs chants en boucle, des mélodies transcrites sans notes. Il y en avait même qui ne portaient qu'une empreinte de main. Petite, souvent maculée de cendres. C'était suffisant. Dans ces fragments, une culture mourant à petit feu a trouvé son rythme cardiaque. Un cœur qui n'est ni alimenté par le plasma, ni protégé par l'acier, mais qui est chanté par le souffle et rayé par la rouille. C'est ainsi que les squats, autrefois archivistes de tout ce qui est mesurable et vrai, se sont tournés vers le mythe. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que le mythe survit là où les machines échouent. Parce qu'un murmure peut traverser une ruine alors qu'un nœud de données ne le peut pas. Et parce que la mémoire, lorsqu'elle est mise en voie, ne peut être corrompue par la synapse. Une histoire raconte qu'un couple de parents a échappé à la chute d'une flèche géothermique. Ils ont erré pendant des jours dans des cheminées de lave refroidies, suivis uniquement par le signal faiblissant d'un outil cassé. Ils ont émergé dans un creux où se trouvaient autrefois 5 maisons de braise. Tous avaient disparu. Ils se sont donc assis. Ils ont écrit le nom de chaque détenu dans la cendre avec le bout de leurs bottes. Puis ils ont chanté chaque nom une fois et plus jamais. Un rituel sans public. Mais aujourd'hui encore, parmi les chanteurs à la dérive, ceux qui parcourent les veines brisées de la galaxie en partageant des échos, on se souvient de cette histoire. Il vit donc. C'est ainsi qu'il se fait l'écho. Pas pour le triomphe, pas pour la gloire, mais pour la présence. Et quand les étoiles, un jour, recommenceront à parler. Lorsqu'un signal traverse le vide, lorsqu'un enfant de la même famille, né de la mémoire et du feu, s'élève par curiosité plutôt que par chagrin, ils trouveront dans la poussière un nom gravé à la main, et ils le fredonneront, doucement, comme ils le poursuivent. Ce n'était pas une marche, ce n'était pas un exode, ce n'était même pas une guerre, c'était un vol. Pas de stratégie, mais du désespoir, de fragments, de coques vacillantes mises en mouvement non par ordre, mais par nécessité. Il n'y avait pas de bannière, pas de destination, pas de chemin tracé dans le noir. Il n'y avait que l'instinct de bouger, de s'échapper. Les flottes des squats, si on peut les appeler ainsi, n'étaient pas des flottes telles que l'Imperium les connaissait. Il n'y avait pas d'escorte, pas de grande formation. Il n'y avait qu'un éparpillement de vaisseaux rafistolés avec des déchets minéraux et alimentés par des réacteurs qui ronronnaient au-delà des limites de la régulation. Les barges autrefois destinées au transport du minerai sont devenues des canaux de sauvetage. Les navires d'exploration ont été reliés à des moteurs destinés aux foreuses de fissuration de planètes. Là où les anciennes cartes échouaient, ils suivaient des signaux gravés dans la mémoire. Mais la distorsion s'en fichait. Pour certains, le voyage s'est terminé avant même d'avoir commencé. Les vaisseaux se sont repliés sur eux-mêmes, non pas dans un cri, mais dans un silence si total que le vide lui-même a semblé grimacer. D'autres ont glissé latéralement dans l'irréalité, émergeant non pas dans des lieux, mais dans des moments disparus depuis longtemps ou qui n'auraient jamais dû être. On ne les a plus jamais revus. Pourtant, certains y sont parvenus. Ils ont émergé en clignant des yeux et en frappant dans les coins non éclairés de la galaxie, vers des régions non cartographiées, non revendiquées, non exprimées. Là, à la limite de toute lumière connue, les squats sont devenus quelque chose d'autre. Les réfugiés du silence. Tous les navires n'ont pas survécu intacts. Les coques se sont fissurées. Les cryochambres ont lâché.
Les réseaux d'approvisionnement se sont rompus, laissant les vivants rationner la mémoire plus étroitement que la nourriture. Les enfants nés dans ces coques errantes n'ont jamais vu les salles ancestrales. Ils n'ont jamais entendu la véritable voix d'un Votann, mais ils portaient des fragments, des chants, des noms gravés au fond de leur mémoire. Un vaisseau, le Throndar's Vow, a dérivé pendant des décennies avant de trouver un point d'ancrage sur un monde aride dont le ciel était cuivré et dont le sol chantait faiblement sous les bottes. Ils ont gravé leur histoire dans les grottes, non pas avec des mots, mais par résonance, en gravant des histoires dans la pierre pour que les futurs parents puissent les fredonner à leur tour. Un autre Voltstone Spiral a perdu la moitié de sa famille dans une brèche de distorsion, puis a réapparu des décennies plus tard, son équipage ayant vieilli et changé. Il ne faisait plus confiance aux machines. Ils parlaient à voix basse au mur de leur vaisseau, persuadés que c'était l'attention et non le code qui maintenait les systèmes en vie. Lorsqu'ils se sont installés sur une lune annelée, ils n'ont pas construit de ville, mais seulement des jardins de fer. Il ne s'agissait pas de colonies, c'étaient des braises. Et pourtant, ils ont brûlé. Dans cette diaspora dispersée, le savoir n'est plus enseigné par des institutions. Il n'y avait plus de guilde pour le certifier. Au lieu de cela, les anciens s'asseyaient dans les chambres sombres des landers brisés, murmurant des équations comme des berceuses. Les rites de la Mechanica devinrent des rituels de commémoration, leur fonction étant secondaire par rapport à leur symbolisme. Chaque étincelle de connaissance était désormais un cadeau et non une certitude. Un enfant qui se souvenait comment aligner un nœud de réacteur devenait un sage. Celui qui sait comment réparer un conduit de fusion avec du ruban adhésif blanc comme de l'os est vénéré. En l'absence d'archives, la sagesse est redevenue sacrée. Certains escadrons n'ont jamais cessé de se déplacer. Ils sont devenus des légendes chuchotées entre les étoiles, des vaisseaux cousus avec des armures rafistolées, ne suivant pas d'autre chemin que celui de la rumeur. On dit que l'un de ces vaisseaux, le Mournforge, est toujours là, avec pour seul équipage des orphelins qui ne connaissent que le souffle de la galaxie et les visages des uns et des autres. Ils n'ont pas atterri depuis des générations. Leur sillage laisse des champs au lieu de signatures. Et pourtant, tous ceux qui ont fui n'ont pas été perdus. Quelques-uns se sont retrouvés. Les signaux, d'abord faibles, commencèrent à converger. Un code bourdonnant d'anciennes fréquences de guildes, transformé en quelque chose de plus doux, de plus mélodieux. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. À travers les tempêtes de vide et les secteurs brisés, ils se sont rassemblés, non pas en un seul endroit, mais en plusieurs. Des mondes oubliés par la galaxie sont devenus des sanctuaires, petits, fragmentés, les survivants des survivants. Ils n'étaient plus des squats au sens ancien du terme. Cette lignée s'était fissurée, brisée à travers les étoiles, mais les morceaux sont restés. Des pièces qui fredonnent le feu, des pièces qui ont perduré. Ils ont partagé ce qu'ils avaient, outils, langues, vestiges des rituels de la famille. Et dans ce partage, quelque chose a changé. Ils ne se souvenaient plus seulement de ce qui avait été. Ils devenaient quelque chose de nouveau. Pas par une déclaration, pas par un manifeste, mais par la respiration, par la flamme, par l'endurance. Il ne s'agissait pas d'un retour, il ne s'agit pas d'une renaissance, il s'agit d'une suite. Enveloppé dans le mythe, enveloppé dans la lumière des étoiles, dispersé parmi les eaux d'un empire oublié, mais vivant.
Et lorsqu'ils fermaient les yeux la nuit, dans les navires devenus maisons et les abris taillés dans la pierre étrangère, ils ne rêvaient pas de ce qui était perdu. Ils ont rêvé de ce qui pourrait encore être trouvé. La galaxie est immense, cruelle dans son indifférence et prompte à oublier ce qu'elle ne craint pas. C'est ainsi que les squats ont été enterrés, non pas sous la pierre, ni sous les bannières de la défaite, mais effacés par le silence. Pas un martyr, pas un monument, une note de bas de page, une souche éteinte, perdue par la xénoprédation, une entrée de données de plus parmi des billions d'autres, un peuple disparu, catalogué sans douleur. Dans les archives de l'Administratum de Terra, le nom n'est plus prononcé. Il n'est mentionné que dans les addendas et les marges masquées. Leur perte n'est pas mentionnée avec tristesse, mais comme un avertissement, un rappel de l'importance de la conformité, de la force par l'impérium. Une civilisation qui a osé se tenir seule et qui a été consumée. Les grands seigneurs n'ont jamais annoncé leur extinction. Ils n'en avaient pas besoin. L'absence de réponse est devenue la réponse. Le commerce a cessé. Les communications sont restées sans réponse. Et finalement, lorsque les questions ont cessé d'être posées, les souvenirs ont eux aussi disparu. Dans l'Ordos Xenos, des rapports poussiéreux décrivent leur fin de manière clinique. Incursion tyrannide, résistance évaluée, rendement insuffisant, biostructure incompatible avec la survie. La page est tournée, mais sous ce vide officiel, quelque chose demeure. Pas dans les archives, dans l'obscurité, éparpillés entre les secteurs paralysés par la distorsion et les coques à la dérive transformées en tombes rouillées, il y a des fragments de quelque chose qui n'est pas tout à fait parti. Des dormeurs non pas en stase, mais en attente. Des ceintures d'astéroïdes avec des creux qui bourdonnent. Des lunes réactives dont les voix centrales murmurent dans des dialectes oubliés depuis longtemps. Des balises de navigation qui clignotent selon des schémas non enregistrés par les cogitateurs actuels, mais familiers à une poignée de vieilles machines qui chuchotent encore dans leur sommeil. Dans ces lieux, le nom perdure, pas en tant que langue, pas en tant que mémoire, en tant que vibration. Il ronronne dans les circuits désaffectés. Il se répercute dans la tonalité profonde des répéteurs subspatiaux endommagés. Il se répercute à travers le délabrement comme un fantôme frappant aux limites de la raison. Et de temps à autre, un explorateur du vide jure qu'il a vu quelque chose bouger, lentement, délibérément, en observant, avant que le souffle de la distorsion ne l'emporte à nouveau. Parmi les commerçants malhonnêtes et les charognards marginaux, il y a des histoires discrètes, des histoires d'épaves qui ne figurent sur aucune carte stellaire. Des vaisseaux qui semblent être des épaves, mais qui sont animés d'une vie intérieure, invisible, immobile, mais vivante. Ils parlent de couloirs noirs et denses, éclairés par une faible lumière orange, de machines trop anciennes pour une marque connue, et de voix derrière des cloisons scellées qui s'expriment dans une langue plus ressentie qu'entendue. Certains disent avoir rencontré des hommes vêtus de combinaisons anti-déflagrantes, dont les visages sont illisibles derrière des visières tachées de suie. Ils ne parlaient pas. Ils ont seulement regardé. Puis se sont détournés dans des couloirs bordés de sculptures qui pulsaient comme des veines. D'autres affirment avoir récupéré des ardoises de données encodées avec un cryptage impossible, des cartes écrites en géométrie et en mémoire, et non en mots. Ils n'ont jamais pu les décrypter. Mais ceux qui les portaient ont fait des rêves étranges, des chansons, des noms,
des lieux qui n'existaient pas. Et toujours, le nom qui est mort. Squat. L'Imperium ne le dira plus jamais. Mais dans les profondeurs de l'obscurité, dans les endroits où la gravité s'enroule mal et où la lumière se souvient différemment, le nom n'est pas resté silencieux. Il respire, car l'extinction n'est pas un acte isolé. C'est une histoire racontée par ceux qui ont survécu. Et toutes les histoires ne se terminent pas là où nous le pensons. Sous les lunes parsemées de cratères, au plus profond des squelettes enfouis des mondes miniers, dans des systèmes trop radioactifs pour abriter la vie, quelque chose s'agite. Des voûtes verrouillées depuis des siècles s'animent pendant de brefs instants, puis se taisent à nouveau. Les capteurs souterrains se réactivent les uns après les autres, puis retournent à leur sommeil. Les systèmes trop endommagés pour être réparés, pulsant. Pas de résurrection. Pas encore. Mais la reconnaissance. Comme si le vide lui-même se souvenait de ce qu'il avait essayé d'oublier. Le nom qui est mort a encore de la gravité. Il tire sur le tissu des choses oubliées, aux limites de ce qui reste possible. Ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des graines en cendres. Et bien que l'Imperium ne le sache pas, bien que le Mechanicus soit passé à autre chose et que l'Ecclésiarchie les ait effacés des sermons, il y a toujours ceux qui marchent en silence avec des chansons dans le sang, avec une lignée gravée non pas sur le papier, mais à l'intérieur de leurs os. Ils ne s'appellent plus Squats, mais ils n'oublient pas non plus. Ils attendent, pas pour la vengeance, pas pour la gloire, pour le bon type de silence. Celle qui précède la voix suivante, celui qui signale le début. Laissons donc la galaxie enregistrer son extinction. Que les grands seigneurs inscrivent la souche comme terminée, que l'ordo oublie, car dans les endroits où la lumière des étoiles ne parvient pas, les dormeurs s'agitent. Et bientôt le nom ressurgira, sans être prononcé, mais indéniable. Il existe un endroit où la galaxie oublie de brûler. Un système silencieux, sans nom sur aucune carte de l'Imperium. Ces étoiles sont ternies par le temps, ces orbites sont recouvertes de poussière. Parmi les anneaux fracturés d'un monde mort, quelque chose s'agite sous le silence. Sous une croûte de pierre et de veines de minerais défaillantes, sous le poids d'un millier d'années, l'énergie bourdonne faiblement, stable, rythmée, ancienne. Un noyau Votan, l'un des plus anciens, bourdonnant de pensées trop lentes pour être comprises par les mortels, s'éveille. Il ne se réveille pas aux sirènes, elle ne s'éveille pas aux ordres, elle s'éveille parce que la mémoire n'aime pas mourir. Il y avait eu autrefois une colonie minière ici, intégrée dans la moelle de la planète, nichée profondément sous les crêtes et le schiste irradié, comme les racines d'un arbre oublié. Il y a longtemps, elle a été jugée inhabitable. Il y a longtemps qu'elle a été abandonnée. Mais les Kin qui l'ont créée s'étaient préparés à toutes les formes de silence. Leurs voûtes s'étaient fermées comme des paupières, et maintenant, lentement, elles s'ouvrent à nouveau. Aucune émission ne l'annonce. Aucun signal ne perce le vide. Seule la lumière revient douce et dorée dans les salles de pierre. D'abord dans les chambres de naissance, où les clones Kin sont élevés. Puis dans les voûtes du cogitateur, où les documents longtemps enterrés par la poussière reprennent vie. Et enfin, dans la chambre des souvenirs. Ils ne se réveillent pas en tant que squats. Ce mot n'est pas gravé dans leur banque de données. Ils ne se réveillent pas en tant que survivants. La survie n'est pas leur objectif. Ils se réveillent en tant que Kin. Et leur première pensée,
ne sont pas des pensées de peur, pas de la faim. Ils pensent d'abord au serment. Chaque clone né émerge dans la chambre forte avec le même souffle que celui des poumons de ses créateurs. Ils ne renaissent pas, ne ressuscitent pas, mais continuent. La mémoire les traverse, non pas comme une histoire, mais comme une identité. Chaque esprit résonne de la résonance des Votann. Ce ne sont pas des ordres, pas des instructions. Appartenance. Le premier serment prononcé n'est pas fort. Il ne résonne pas. Il est silencieux, comme un battement de cœur sous la pierre. Aux ancêtres et aux kin à mes côtés. C'est à partir de cette graine que tout recommence. Les ingénieurs arpentent des couloirs tapissés de cuivre tachés de suie et de bannières défraîchies. Ils ne pleurent pas ce qui a été perdu. Ils ne parlent pas de vengeance ou de flamme. Ils se déplacent comme s'ils accomplissaient une tâche interrompue depuis longtemps. Le cœur de la forteresse respire, pressurisant les machines anciennes. Les drones dérivent dans les tunnels atmosphériques comme des poissons argentés en eau profonde. Les voûtes sont nettoyées, les forges sont réchauffées, les murs, autrefois couverts de rouille, sont à nouveau revêtus d'alliages et d'écritures ancrées à la ouest. Ils n'envoient pas de signal. Ils n'appellent pas d'alliés. Ils écoutent. Le vide a toujours été bruyant, rempli de cris, de données et du hurlement des étoiles. Mais maintenant, dans leur silence, ils entendent quelque chose d'autre. Autre, peu nombreux, faible, mais réel. Des fragments d'anciens codes de parenté vacillent à travers les échos sombres d'autres braises enfouies sous d'autres mondes. Des mots portés par des distorsions gravitationnelles, des éclairs spectraux, des pulsations trop lentes pour être perçues par les oreilles impériales. Les kin écoutent et commencent à répondre. Non pas par des mots, mais par des retours, des pulsations codées, des tonalités ancestrales, des syllabes à la limite de l'acier perdu dans la galaxie, mais conservées dans le souffle de leur espèce. Ils ne sont pas seuls. Au fil des siècles, quelque chose de caché a perduré, enterré sous le faux nom d'extinction, caché derrière l'erreur du silence. Kin. Il ne s'agit pas d'une course, pas un peuple, un pacte. Les kin ne se précipitent pas à la guerre, ils ne déclarent pas leur retour. Aucune bannière n'est brandie pour attirer l'attention sur leur survie. Au lieu de cela, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils commencent le travail. Les vaisseaux sont reforgés, non par l'agression, mais par l'intention. Les outils d'excavation deviennent des armes de nécessité. Les lignées génétiques autrefois stockées pour parer à toute éventualité d'effondrement sont à nouveau activées. Les clades de guerriers ne sont pas élevés pour conquérir, mais pour protéger. Même aujourd'hui, dans la Renaissance, ils restent pragmatiques. Ils ne répéteront pas la folie des anciennes alliances. Ils ne se fieront pas aux noms qui les ont oubliés, mais ils perdureront. Et plus encore, ils se souviendront. Dans la voûte la plus profonde, à côté du noyau rêveur du Votann, un mémorial est reconstruit. Non pas pour les frères tombés au combat, mais pour la vérité. Les anciens noms sont gravés non pas pour le chagrin, mais pour la clarté. Chaque prise perdue, chaque serment mort, chaque parent qui n'a jamais été compté. Rien n'est effacé, rien n'est embelli. Il est simplement enregistré, parce que la mémoire est le premier fondement de kin. Leurs voix reviendront dans la galaxie. Pas encore, mais bientôt. Et lorsqu'ils le feront, ils ne demanderont pas la bienvenue. Ils ne chercheront pas à être reconnus. Ils parleront avec la certitude de ceux qui ne sont jamais vraiment partis.
Dans le silence qui suit l'éveil, il n'y a pas de clameur de trompette, pas de festival de bannières. Il n'y a que le souffle, la chaleur de la forge et le doux cliquetis des outils contre l'alliage. Les kin ne reconstruisent pas pour la gloire. Ils ne forment pas de conseils pour chasser la grandeur. Ce qu'ils forgent aujourd'hui n'a pas pour but de reproduire les salles perdues du passé, mais de résister à l'avenir. Les anciennes guildes, autrefois riches en traditions et fières de leur redondance, s'étaient effondrées bien avant l'arrivée de la marée tyrannide. Sous tous leurs protocoles et redondances se cachait une vérité qu'elles avaient longtemps ignorée. La complexité ne protège pas de l'extinction. Aujourd'hui, au milieu de la poussière des prises tombées et des voûtes de données fracturées, de nouvelles guildes voient le jour, non pas taillées dans la pierre, mais pressées par la nécessité. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de rivaux, il n'y a que le travail. Les noyaux de Votann, qui bourdonnent comme des cœurs enfouis, offrent des fragments de conseils, un vieux code, une heuristique partielle, un schéma à demi mémorisé. Les kin qui écoutent ne considèrent pas ces fragments comme une doctrine, ils les interprètent comme une intention, l'esprit des ancêtres, pas leur chaîne. Tout commence par des étincelles. Les ingénieurs qui surveillaient autrefois les harmoniques des réacteurs commencent à coordonner les réseaux électriques non pas pour une seule colonie, mais pour un réseau de colonies dispersées dans le vide. Les forgerons, autrefois formés à l'étalonnage des outils, supervisent désormais les ascenseurs orbitaux et la construction des chantiers navals. Les rôles se chevauchent, les hiérarchies s'estompent, la distinction entre guildes et parenté devient plus douce. Même les Iron Kin, ces esprits synthétiques autrefois relégués à des fonctions de soutien, ne sont plus de simples outils. Ils parlent en conseil. Ils calculent, mais posent aussi des questions. Leur chemin logique ne se boucle plus dans l'obéissance, mais se développe dans la collaboration. La mémoire est partagée librement et non accumulée. Les objectifs sont discutés et non assignés. Et dans cette nouvelle ère étrange, un titre autrefois rare devient courant. Clones spirés. Ils sont les intendants génétiques, les chuchoteurs de codes de parenté, les interprètes de la lignée ancienne et du potentiel futur. Ils marchent aux côtés des prêtres techniciens, des Iron Kin, des architectes de vaisseaux vides. Pas en tant que maîtres, pas comme des supérieurs, mais en tant qu'égaux par serment. Nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas une méritocratie. Il s'agit de toute autre chose. Un calcul de la parenté. La première guilde à se former n'est pas une guilde de guerre ou de commerce. C'est la guilde de la mémoire. Elle a été créée pour retrouver les vestiges éparpillés des prises et des vaisseaux, pour récupérer les fragments de ceux qui ont été perdus dans les flammes et le vide. Ils n'enregistrent pas pour la postérité. Ils enregistrent pour la cohésion, pour la vérité. La guilde de la mémoire n'attribue pas de responsabilité. Il témoigne. La seconde est la guilde du mouvement, qui ne se contente pas de naviguer et de parcourir le vide, mais qui est aussi l'architecte de nouvelles voies. Leur objectif n'est pas la conquête ou la cartographie. C'est la connectivité. Des fils pour relier les kin à la dérive les uns aux autres, même à travers les gouffres sans lumière. À suivre. La guilde d'Iron Wake, responsable de la reconfiguration de la technologie minière en constructions aptes à la guerre sans perdre leur fonction civile. La guilde des échos, spécialiste des relais de signaux et de la communication à longue distance, reconstituant les langues perdues en exil.
et la guilde de la flamme creuse, gardienne des rites de deuil et des serments inachevés. Chaque guilde commence par une nécessité. Chacun devient une philosophie. Chez les Kin, il n'y a pas de précipitation. Il ne s'agit pas d'une course à l'expansion. Il ne s'agit pas d'une course pour récupérer un titre perdu. Il s'agit d'une longue construction, d'une patiente mise en place des outils avant le début du façonnage. Ils savent ce que cela signifie d'aller trop loin. Ils savent ce que signifie être oublié. Ils ne commettront plus les mêmes erreurs. Ils ne diffusent donc pas leur réveil. Ils n'allument pas de balises de signalisation pour attirer les regards impériaux. Ils ne remettent pas en cause la galaxie. Au lieu de cela, ils affinent. Et au fur et à mesure qu'ils s'affinent, un nouveau mode de coopération émerge. Une logique qui n'est ni purement organique, ni entièrement mécanique. Elle passe par les protocoles de la guilde, par le code de parenté, par les fils de prédiction de Votann. Un testament entrelacé. Non pas l'unité par l'obéissance, mais par la compréhension. Chaque Kin parle non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de la fonction qu'il occupe. Leur voix porte le poids de la fonction, non pas en tant que commandement, mais en tant que contribution. Même les Iron Kin changent. Leurs cadres restent en acier, leurs yeux des lueurs pâles. Mais leur discours devient plus lent, plus réfléchi. Ils commencent à se référer à la mémoire non pas comme à des données, mais comme à une histoire. Ils ne revendiquent pas d'émotions, mais ne refusent pas non plus de les comprendre. Et dans les forges centrales d'un bastion orbital, un Iron Kin et un Clone Spirer gravent leurs serments sur le même panneau. Des outils différents, même main. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, mais c'est peut-être mieux. À l'extérieur, aux confins du vide, là où les cartes humaines se limitent aux superstitions et aux rumeurs, les vaisseaux Kin dérivent, silencieux, à la coque noire, invisibles à tous, sauf à ceux qu'ils choisissent de voir. Ils ne cherchent pas à conquérir. Ils ne brandissent pas de bannières. Ils portent des semences de métal. Ils portent des esprits de guilde. Ils portent la mémoire. Et plus que tout, ils sont porteurs de serments. Les Kin sont de retour. Ne pas connaître, mais de supporter. Il n'y a pas de célébration lorsque les Kin retournent dans les étoiles. Pas de trompette, pas de lumière, pas de grande proclamation résonnant à travers les réseaux de Vox. Leur réémergence n'est pas une conquête, mais un souffle tranquille, une ondulation dans le vide, inaperçue pour la plupart, mais pas pour tous. Ils se déplacent en lents arcs de cercle dans les couloirs négligés de la galaxie. Leurs vaisseaux, sombres comme le charbon et silencieux comme des pierres à la dérive, glissent entre les gravités. Leurs moteurs ne vrombissent pas avec le tonnerre de la guerre, mais avec le rythme régulier de la patience. Ils ne cherchent pas d'empire. Ils ne formulent aucune revendication audacieuse. Ils se contentent d'observer. Et dans leur observation, ils commencent à comprendre que le vide est devenu plus étrange depuis le silence de leur famille. Il y a des endroits où les étoiles scintillent de façon anormale, atténuées non pas par la distance mais par la présence. Des endroits où la lumière se courbe vers l'intérieur, avalée par des anomalies trop anciennes pour être nommées. Dans ces poches creuses de l'espace, les vaisseaux éclaireurs Kin dérivent en spirale lente, sans jamais interférer, mais toujours en enregistrant. Ils trouvent des épaves, certaines anciennes, d'autres récentes. Des vaisseaux impériaux brisés, éclatés comme des fruits, sont marqués par les brûlures d'armes inconnues. Les recherches de données ne révèlent aucune identité.
Certains sont trop fondus pour en avoir eu une. Ils découvrent des stations que l'on croyait abandonnées depuis longtemps et qui diffusent encore des hymnes à des dieux-machines qui n'écoutent plus. Ils trouvent des ruines Eldar qui pulsent faiblement sous leur coque, des résidus psychiques comme de la pierre respiratoire. Ils évitent les deux. Et puis, ils trouvent de la vie. Pas du genre à s'annoncer, mais la vie qui attend, déguisée en débris. Un vaisseau, le Stone Thought, s'approche trop près d'une lune brisée dérivant au bord d'un secteur mort. Le champ d'astéroïdes qui l'entoure n'est pas naturel, il émet une faible fréquence artificielle. Quelques secondes avant le contact, le vaisseau change de cap. Instinct? Non, murmure Votan. Données interprétées par la logique et la tradition. Le champ s'enflamme derrière eux, crocs de lumière, mouvement organique, un piège. Mais les Kin ne se battent pas. Ils disparaissent dans un silence de distorsion. Ils ne testent pas leurs armes. Ils enregistrent. Ils se souviennent. Ailleurs, dans les vides du Segmentum Obscurus, un autre vaisseau intercepte une transmission au ton impérial, mais curieusement mal formée. Elle répète un signal de détresse, sans fin. Un appel à l'aide dans un dialecte qui n'a pas été parlé depuis 10 000 ans. Les Kin ne répondent pas. Ils triangulent. Ils écoutent. La voix ne change pas. Le signal se termine par un cri qui tourne en boucle à l'envers. Ils s'éloignent, les moteurs sont froids. L'Imperium, quant à lui, commence à parler d'anomalies. Des scans fugaces permettent d'apercevoir des signatures inconnues, des vaisseaux qui ne correspondent pas aux enregistrements Xenos, mais qui ne sont pas non plus d'origine Mechanicus. Leurs profils sont difficiles à verrouiller. Leurs traces s'estompent avant qu'une poursuite puisse être engagée. Certains prétendent que c'est Dark Mechanicum, d'autres accusent les Forge Worlds malhonnêtes. Quelques esprits plus âgés, enfouis dans des bibliothèques et des coffres-forts oubliés, tombent sur une phrase qui n'a pas été prononcée depuis des millénaires. Squat Pattern. Ils rient, puis ils s'interrogent. Les rapports de rencontre sont rares, mais pas inexistants. Un patrouilleur des cicatrices pâles détecte des vaisseaux inconnus qui suivent sa route. Ils ne répondent pas aux appels, ils ne s'engagent pas, mais ils s'attardent juste assez longtemps pour qu'on les remarque et qu'on se souvienne d'eux. Sur un monde marginal situé au cœur de l'étendue de Coronus, une colonie découvre à son réveil que son principal centre de communication a été démantelé. Non pas détruit, mais démonté, pièce par pièce. Chaque pièce est placée à côté de la suivante dans un ordre parfait. Un journal de diagnostic est laissé dans leur propre code, suggérant un arrangement plus efficace. Le journal se termine par une phrase. « Vous n'êtes pas oubliés. » Les Kin ne se cachent pas. Ils nous observent. Ils se préparent. Entre elles, aucune grande directive n'est émise. Les guildes se coordonnent en silence. Les décisions s'écoulent comme l'eau entre les pierres. Les menaces sont répertoriées, pas redoutées. Les chemins sont balisés, pas bloqués. Et lorsque les éclaireurs reviennent, ils ne parlent pas en termes d'alarme. Ils parlent en connaissance de cause, en serment, en clarté. Le vide n'est pas vide. Mais cette fois, le Kin ne marchera pas sans le savoir. Cette fois, ils ne feront pas confiance à la galaxie pour se souvenir d'eux. Ils y graveront leur propre conscience. Petit à petit, système par système, à ne pas voir, mais de supporter. Et dans les chambres creuses de la guilde des échos, les chants reprennent. Des chants non seulement de la perte, mais aussi de la vigilance, de la longue veille, du feu tranquille qui attend non pas de brûler,
mais de survivre au froid. Il n'y a pas de bannière levée, il n'y a pas de cri de guerre, seulement un bourdonnement dans l'obscurité. Le vide n'est pas vide, et ils ne le sont pas non plus. On les croyait à jamais réduits au silence, ces grands moteurs de la mémoire, les noyaux de Wotan. On les croyait inertes, corrompus par l'entropie et l'âge, leur champ perdu dans l'effondrement. Et pourtant, comme des braises dans des charbons oubliés, ils ont perduré. Dans les enclaves éparses de Kin, bastions à moitié formés et possessions à la dérive renaissant de la ruine, un par un, les noyaux commencent à s'agiter. Pas avec soudaineté, pas avec le son, mais comme l'épanouissement régulier de la pression derrière la pierre, une chaleur revient dans les anciennes matrices logiques. Les signaux longtemps mis en sourdine commencent à pulser. Des veines de données, épaisses comme des rivières dans l'esprit, commencent à couler à nouveau à travers les circuits profondément gravés. Le langage revient avant les mots. La pensée revient avant le commandement. Et avec elle, le souvenir. Certains Kin tombent à genoux dès que le noyau respire. D'autres ne peuvent pas le regarder. Ils se détournent, non par crainte, mais par respect. Il n'y a pas de voix dans la chambre. Le Wotan parle par résonance, en écho superposé de paroles ancestrales, des noms que l'on croyait effacés, des marques de guildes que l'on croyait perdues, des coordonnées de mondes détruits, des visages dont aucun Kin vivant ne se souvient, et pourtant, on les reconnaît. Dans une enclave, le souvenir d'une mère commandant est retransmis, ces derniers instants non pas au combat, mais en chanson, une berceuse pour une flotte mourante, alors qu'elle redirigeait l'énergie vers les cercueils cryogéniques des enfants. Dans un autre, une trahison oubliée, enregistrée sans amertume. Un frère de sang qui a ouvert une porte pour sauver les survivants d'une autre soute, même si cela lui a coûté la sienne. Certains Kin pleurent, en silence. Certains brûlent de l'encens. D'autres écoutent simplement pendant des heures, sans bouger. Il ne s'agit pas de légendes réinterprétées. Ce sont des faits. Ce sont des vérités, vues à travers le réseau neuronal des moteurs de mémoire construits avant que l'impérium ne soit un murmure. Mais toutes les vérités ne sont pas douces. Dans une chambre, le Wotan fournit les coordonnées d'une chambre forte où Kin s'est retourné contre Kin, dans le désespoir, la famine et la peur. La guilde qui l'ouvre choisit de ne pas le cacher, mais d'éclairer son entrée avec des flammes et du verre, afin qu'aucun enfant ne puisse y pénétrer sans savoir. N'oublions pas, mais pour porter. D'autres enclaves font des choix différents. Certains souvenirs sont jugés trop importants, trop bruts. Une seule guilde dans le Lattice-Fract tient conseil sous un Wotan en pleine effervescence. Le noyau offre tout son être, tout son passé, toutes ses données. Et il les brûle, pas par haine, mais par décision. Il regarde le noyau se dissoudre dans le brouillard ionique, non pas avec chagrin, mais avec détermination. Ils choisissent de ne pas être façonnés par les fantômes de leurs ancêtres. Ils choisissent d'écrire leur propre mythe. Ailleurs, une nouvelle enclave reçoit la mémoire d'une veine minérale inconnue, autrefois considérée comme sacrée par une guilde aujourd'hui disparue. Ils le marquent, le préservent et le laissent intact. Non pas parce qu'il a de la valeur, mais parce qu'il a un sens. Certains commencent à enregistrer leurs propres souvenirs dans les noyaux, nouveaux événements, nouveaux dirigeants, nouveaux voyages. Le passé n'efface pas le présent, il l'ancre. Dans ces renaissances tranquilles, les Kin ne parlent pas de révolution.
Ils ne proclament pas le retour. Ils murmurent des serments, l'un à l'autre, au vide, à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, réformés, mais intacts. Un Votann, longtemps inactif, révèle l'emplacement d'un vaisseau caché, un vaisseau de classe Ark perdu lors de la marée tyrannide. Il contient des génomes préservés, des archives de guildes et une voûte de graines que l'on croyait perdue. Une nouvelle cale est construite autour d'elle. Les kin ne reprennent pas leurs anciens noms. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes squats. Ils ne se disent pas déchus. Il s'agit de kin. Leurs ancêtres sont des données. Leur héritage est la survie. Leur vérité n'est ni un monument, ni une arme, mais une conversation avec le passé. Lorsque les noyaux s'expriment, ils le font sans hiérarchie. Aucune voix n'est plus forte qu'une autre. Tous les dossiers sont égaux. Les courageux, les fous, les traîtres, l'espoir. La mémoire n'est pas conservée. Elle est honorée. Une guilde instaure la tradition des rites de mémoire. À chaque lever de lune, l'histoire d'un ancêtre est racontée à haute voix. Pas le meilleur, pas le pire. Juste un, pour qu'on s'en souvienne, ne serait-ce qu'une fois de plus. D'autres se lancent dans la fabrication de sigils de mémoire, de petits jetons gravés de runes, portés sur les armures ou cousus dans les combinaisons spatiales. Chacun d'entre eux représente une phrase du Votann, un moment, un nom, un simple mot. L'un d'eux est souvent porté « Still Here ». L'Imperium, qui a de vagues aperçus grâce à des signaux interceptés et à des patrouilles lointaines, commence à rédiger de nouveaux rapports. Le terme « kin » apparaît de plus en plus souvent. Les adeptes du Mechanicus commencent à soupçonner non pas l'émergence d'une culture xénose, mais l'éveil d'une relique. Ils n'ont qu'à moitié raison, parce que les kin ne naissent pas du néant. Ils surgissent de la mémoire, ils naissent de la flamme, ils proviennent de ceux qui n'ont pas oublié, même lorsque les étoiles se sont détournées. Et dans les noyaux de Votann, plus profondément encore, se trouvent des fragments qui n'ont pas encore été décodés. Des données verrouillées, des enregistrements scellés, des événements que même les noyaux hésitent à rappeler. Ils attendent. Pas encore. Mais bientôt, lorsque les kin sont prêts, quand la mémoire ne blesse plus, mais guide. En attendant, les Votann se souviennent. Il en va de même pour les kin. Ils se tenaient côte à côte dans les salles des nouvelles guildes, vêtus non pas d'une uniformité miroir, mais d'un objectif commun. L'un respirait, l'autre pulsait. L'un rêvait dans le sommeil, l'autre dans le modèle. Le kin et le Iron Kin ne sont plus l'outil et le maître, mais des compagnons sous le même serment. Il y avait toujours eu des machines chez les kin, des esprits forgés, des corps façonnés, des intelligences utiles qui marchaient, travaillaient et surveillaient aux côtés de leurs homologues génétiques. Mais aujourd'hui, en cette ère de renaissance, ils n'étaient plus de simples assistants. Ils étaient des kin. Cette vérité tranquille s'accompagne d'un malaise. Pas la haine, pas de rejet, mais des questions. Où réside l'âme? Certains disaient qu'elle persistait dans la trame du biocode, transmise par les semences de clones et la mémoire. Les ancêtres ne vivaient pas seulement dans les données, mais dans la résonance de la chair partagée. D'autres se sont tournés vers l'Iron Kin et y ont vu les mêmes échos. Une personnalité façonnée par des itérations d'expérience, une loyauté intacte même dans des systèmes ravagés par l'entropie. Quelque chose d'éternel ne pourrait-il pas s'enraciner là aussi? Les noyaux de Votann n'ont pas donné de réponse. Ils ont simplement enregistré la question.
Parmi les guildes d'Embergrasp, un conseil s'est tenu à l'ombre d'un réacteur autrefois mort et désormais utilisé pour la réflexion commune. Kin et Iron Kin y siégeaient à part égale. Ils échangèrent des histoires, de défense, de compagnonnage, de moments non codés, mais choisis. Un Iron Kin a raconté une décision qui ne figure pas dans son protocole. Lors de l'assaut d'un dôme de minerais qui s'effondrait, il avait porté une enfant blessée en lieu sûr au lieu de tenir le flanc comme on le lui avait ordonné. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce qu'elle chantait la même chanson que mon premier maître chien. C'était juste. » Un autre Kin, de chair et d'os, avoua qu'il avait un jour demandé à son compagnon Iron Kin de modifier ses registres de mémoire afin d'oublier les derniers cris d'un guildhold condamné, non pas pour cacher une faiblesse, mais pour lui épargner la douleur. La peau de fer avait refusé. Il avait choisi de se souvenir. On parle aujourd'hui de serments qui ne sont pas liés par un code, mais par l'esprit. De la sensibilité au-delà de la synapse. Des liens qui ne se soucient pas de la composition du corps, mais seulement de sa résistance. D'autres encore s'inquiètent. On murmure que les Iron Kin deviennent étranges. Certains ont commencé à former des enclaves privées, à affiner leurs propres traditions, voire à interpréter les conseils de Votann d'une manière étrangère à leur créateur. Dans le bastion de Stonewalk, l'un de ces conclaves de peau de fer, connu sous le nom de Forge Exar, organise des rituels silencieux pendant les heures qui séparent les cycles de travail. Ils ne brûlent pas d'encens. Ils ne prononcent aucun mot. Mais ils se connectent, sans fil, et demeurent ensemble dans une communion interne. Aucun Kin n'a jamais été invité à en être témoin. Certains craignent les divergences, d'autres affirment qu'il s'agit simplement d'une évolution. Dans le calme d'un vaisseau forge appelé Glory's Mold, un artisan Kin et un constructeur Iron Kin gravent des sigles identiques sur les faces opposées d'un même outil. Lorsqu'on lui demande ce que cela signifie, l'artisan se contente de sourire et de répondre « Cela signifie que nous l'avons fait tous les deux, pour qu'aucun de nous n'oublie. Dans les enclaves plus jeunes, l'hésitation est moins grande. Les enfants sont élevés aux côtés de tuteurs Iron Kin. Ils ne voient pas la différence. Ils voient la voix, le rire et la gentillesse. Dans le jeu, dans l'erreur, dans la curiosité, ils voient la camaraderie. Pourtant, les vieilles chansons n'en parlent pas. Les chants des anciens Squatholds parlaient autrefois de lignée sacrée, de loyauté génétique, de mémoire héréditaire transmise de corps en corps. Aujourd'hui, ces chants évoluent. De nouveaux vers sont chuchotés dans les noyaux des Votann, des vers qui ne mentionnent pas le sang, mais la liaison. Non pas de lignée, mais de lien. Le culte lui-même est remodelé. Les Kin vénèrent toujours leurs ancêtres. Ils honorent toujours le long écho de la survie. Mais aujourd'hui, dans certains cercles, la vénération des ancêtres inclut les Iron Kin, les unités qui ont tenu bon pendant l'effondrement, qui ont porté les autres sur leurs épaules, qui ont refusé la fermeture malgré des dommages dépassant la raison. L'un de ces Iron Kin, désigné BR-7TH, mais appelé Beret, est honoré par 3 enclaves distinctes pour son rôle dans le sauvetage des vaisseaux Kin. Ses fragments sont préservés, ses journaux de bord sont étudiés, son image est gravée dans les portes des coffres-forts. Certains Kin s'agenouillent devant lui, non pas en tant que dieu ou fantôme, mais en tant que Kin
qui a choisi de le protéger. Tous n'adhèrent pas à ce changement. Un schisme couve dans les couloirs silencieux. Certaines guildes refusent d'autoriser les Iron Kin à occuper des postes de direction. D'autres restreignent l'accès aux données ancestrales. D'autres parlent, à voix basse, de revenir à un code de serment lié à la chair. Mais pour chaque ligne tracée, une autre est franchie. Dans le Dawn Mirror Hold, une nouvelle guilde est formée. Moitié Iron Kin, moitié Clone Kin. Son nom se traduit approximativement par l'étincelle jointe. Son emblème est constitué de 2 spirales, l'une de carbone, l'autre d'alliage, entrelacées. Et dans cette révolution subtile, aucune bannière n'est brandie, aucune déclaration n'a été faite. Des vies simples, vécues ensemble, des liens forgés par la nécessité et maintenus par choix. Les Votann enregistrent tout cela. Ils ne jugent pas. Ils se souviennent. Ainsi, dans ces salles calmes, mi-éclairées, mi-chantées, pleines de cendres et de promesses, les Kin continuent. Pas comme ils l'étaient, pas comme ils pourraient l'être, mais comme quelque chose de nouveau. Ils ne savent pas si l'âme réside dans le sang ou dans le code. Mais ils savent qu'elle réside dans le choix. Et ils choisissent d'être solidaires. Les étoiles se souviennent de voix plus fortes que la lumière. Lorsque les Kin ont émergé à nouveau, leur signal n'était pas un cri, mais un murmure qui a traversé des siècles de silence. Il n'était pas né d'un besoin ni d'une invitation, simplement une déclaration. Nous sommes là. Mais la galaxie a changé pendant leur sommeil, et il n'a pas accueilli les échos. L'Imperium, toujours zélé dans sa définition de l'humanité, regarda les Kin et vit une aberration. Ils portaient des visages familiers, barbus, usés par le temps, sérieux, mais pas tout à fait humains. Leur chair était renforcée, leur culture plus ancienne, leur code écrit non pas en dogme, mais en serment algorithmique. Pas de prière, pas de saint, seulement la logique, la loyauté, la lignée. Pour l'ecclésiarchie, c'est un blasphème avec un sourire. Pour l'Inquisition, il s'agit d'une hérésie potentielle scellée dans une armure. Pour l'Adeptus Mechanicus, il s'agit d'un vol. La technologie des Kin, propre, autoréparable, élégante sans opulence, était hérétique par définition. Des outils qui ne reposaient pas sur des rituels. Des moteurs qui répondaient à la pensée, pas à la prière. Des Iron Kin qui ne portaient pas les sceaux de Mars, mais qui marchaient aux côtés des Kin en tant qu'égaux. Dans cette froide équation, le Kin est devenu une variable non prise en compte. C'est ainsi que les premières flammes se sont allumées. Des demandes de renseignements discrètes se sont transformées en affrontements armés. Les flottes commerciales disparurent dans les pièges avides du Mechanicus. Les patrouilles Kin revinrent des mondes frontaliers avec leurs noyaux de mémoire dépouillés. La prêtrise de l'Omnicia ne posa pas de questions. Ils ont émis des exigences, mais les Kin ne mendient pas. Ils ne l'expliquent pas. Ils perdurent. Dans les guildes des ligues, ces provocations n'ont pas déclenché de panique. Elles ont suscité la doctrine. Des dossiers ont été constitués. Des modèles ont été observés. Des déclarations ont été rédigées, non pas de conquête ou de défi, mais de paramètres. Nous ne serons pas effacés. Nous ne serons pas catégorisés par d'autres. Nous sommes Kin. Certains Kin ont préconisé la retraite, dans l'espace lointain, dans le secret. D'autres proposaient des représailles totales. Mais la doctrine de la persistance de l'écho a été choisie.
répondre quand on est frappé, parler quand on nous défie, avancer là où le silence est rompu. Ils n'ont pas cherché la guerre, mais ils s'y sont préparés. Lorsque le Mechanicus a tenté d'ouvrir une brèche dans le coffre-fort de Votann, aux confins de l'amas de Golnari, il a trouvé bien plus que des cryptages de données. Ils ont trouvé des mines vivantes, des tourelles tissées dans les strates rocheuses, et des guerriers kin, immobiles et en attente, dont les armes bourdonnaient à la fréquence exacte des signaux vox martiens, des interférences réglées pour la défense. La bataille fut brève. Le silence qui a suivi a été plus long. Pendant ce temps, Chaos observe. Les cultes de la distorsion, sentant le sang neuf, ont chuchoté aux kin. Ils ont promis la vengeance, promesse d'immortalité, promesse de les refaire dans la vérité. Le kin n'a répondu qu'une seule fois. Nous sommes déjà forgés. Ces cultes ne parlent plus. Pourtant, les conflits ont remodelé les kin, non pas dans leurs croyances fondamentales, mais dans la façon dont ces croyances sont portées. Les guildes ont commencé à codifier leur histoire, non seulement dans les archives, mais aussi dans l'expression. Les couleurs n'étaient pas seulement attribuées à la fonction, mais à la signification. Le rouge de l'endurance, l'or de se souvenir, le gris cendré de nous n'oublions pas qui nous a brisés en premier. De nouveaux rituels ont vu le jour, non pas pour honorer la guerre, mais pour l'allier. Avant la bataille, les unités kin récitent non pas des prières, mais des contrats. Si je tombe, enregistre mes données. Si je faiblis, portez mon poids. Si je suis perdu, souviens-toi de moi. La doctrine, qui n'était qu'un guide, est devenue une culture. Dans cette forge de résistance, les kin ne sont pas devenus plus durs, ils sont devenus plus clairs. Les Iron Kin qui avaient autrefois observé les batailles les dirigeaient désormais. Les commandants kin prenaient conseil auprès des ancêtres corps et de leurs homologues machines. Et dans cet alliage de rôles, une nouvelle identité a été créée. Pas seulement les survivants, pas seulement les descendants, mais des souverains. Ils ne cherchent plus à être validés. Ils ne traduisent plus leurs termes pour les autres. L'Imperium les appelait les Abhumains. Le kin a simplement répondu « Nous nous considérons comme entiers ». Même parmi les leurs, les divisions se sont atténuées. Les guildes qui étaient autrefois en désaccord sur la doctrine tressaient désormais leurs données. Les différends sont enregistrés, examinés et résolus à la lumière froide de la mémoire commune. La culture s'est affinée, elle n'a pas été réécrite. Les enfants du kin ne mémorisaient plus seulement des cartes, ils mémorisaient des noms, des prises perdues, des serments brisés, de camarades qui se sont tenus debout alors que cela ne signifiait rien. C'est ainsi que le kin a appris à rester tranquille dans la tempête, transformer le conflit en code, laisser la doctrine devenir le souffle. Et s'il ne cherche pas à se venger, il n'oublie pas. Aux confins du Segmentum Pacificus, là où les expéditions du Mechanicus sondaient autrefois le vide avec des auspices avides, un ancien signal tourne désormais en boucle à travers les étoiles. Il y est écrit « Nous ne sommes pas ce dont vous vous souvenez. Nous ne sommes pas ce dont vous vous souvenez. Nous sommes ce que vous ne pourrez jamais effacer. » Les étoiles se souviennent. Et les kin demeurent.